Nous sommes en direct et nous allons parler ce matin de la nouvelle passion des Français, la généalogie qui arriverait après le jardinage et le bricolage. Vous seriez pratiquement 1 million en France à vous passionner par la généalogie. Découvrir que parmi vos ancêtres, vous avez peut-être un corsaire des Caraïbes, un troubadour à la cour des comptes, à la cour de François Ier, pas à la cour des comptes, ou un missionnaire aux Indes. Tout ça, c'est très excitant et c'est ce qu'on va vous proposer de faire ce matin en vous donnant les clés pour y parvenir, car on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Donc cette émission va être très concrète. Munissez-vous d'un stylo et d'un crayon si cela vous intéresse. C'est un dossier qui a été présenté par Anne-Marie Revol, qui est à mes côtés ce matin. Yves Cara au standard, oui. Vous êtes là, vous recueillez déjà les témoignages probablement. Bonjour. Je recueille. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous et à nos invités. Alors déjà tout de suite, on ne va pas faire une recherche sur chaque nom de famille, parce qu'on a beaucoup d'appels pour dire moi je m'appelle comme si, est-ce qu'on pourrait avoir des renseignements, hein. Donc on va vous dire comment et où les rechercher. Alors à ce sujet, on a des appels forcément très intéressants. Par exemple, Isabelle, elle habite en Maine-et-Loire. Elle a commencé à faire sa généalogie il y a 1 an et elle a trouvé curieusement en remontant qu'il y a plein de faits intéressants. D'abord, elle a adopté 2 enfants et elle s'est aperçue que dans sa famille, il y avait beaucoup d'adoptions aussi, beaucoup de dates qui se recoupaient. Voilà, une sorte de karma comme ça qui se répétait. C'est le cas aussi, par exemple, de Chantal Martinez. Elle a décidé de travailler avec un psychiatre qui travaillait sur la généalogie. Elle a découvert que sur 6 générations du côté maternel, elles ont toutes été veuves, c'est son cas, entre 20 et 30 ans. C'est étonnant quand même, hein. Voilà, il y a des concordances. Et puis, en général, les recherches s'arrêtent au Moyen-Âge, qui est assez vaste. Entre 500 et 1500, on a quand même une fourchette assez large. Mais après, ça se complique. On a quand même un champion. C'est Christian qui habite en Côte-d'Armor. Il est remonté jusqu'au IVe siècle. Donc pas mal, hein, pas mal. On verra que ça dépend des régions, que ça dépend des conditions sociales. Hein. Évidemment, quand on est noble, on arrive plus facilement à remonter jusqu'à ses ancêtres. Forcément, les roturiers, ça se complique. Voilà, ça se complique. Il y a quand même près de 400 associations en France qui s'intéressent à la généalogie et 700 personnes réparties dans 200 cabinets spécialisés en généalogie. Donc c'est quand même une activité qui compte aujourd'hui en France. Avant de vous présenter notre invité, vous allez constater que les recherches généalogiques sont parfois longues et difficiles, mais au moins elles paient et elles permettent parfois des rassemblements familiaux extraordinaires. Un exemple avec la famille Sioux. Regardez, c'est impressionnant. Comme toutes les histoires de famille commencent il y a très longtemps. Bon, on ne va pas remonter jusque-là, arrêtons-nous plutôt il y a 25 ans, à l'époque où un jeune couple de Parisiens, flanqué, et oui, de ses 2 gamins, passe ses vacances en Bretagne à écumer les mairies du Finistère, traquant les ancêtres dans les vieux registres municipaux. Sitôt dit, presque fait 2 ans de travail pour une dizaine de cousins chercheurs. Et au bout du chemin, vous pouvez les compter, 1200 Sioux réunis en 96 et en 2000 pour 2 énormes fêtes de famille qui ont fait du bruit dans Landerneau. Autour de nous ce jour-là, rien que des cousins qui parfois ne se connaissaient même pas la veille. Et du monde, il y en a en particulier sur le tableau généalogique de, tenez-vous bien, 180 mètres de long. Oui, pas évident de s'y retrouver. Ça y est, je suis là. Bravo, cher cousin. Un tableau qui est bien la preuve, en tout cas, que nous descendons tous du même Jean Sioux, petit paysan breton du XVIIIe siècle, qui serait sans doute bien étonné de nous voir tous là. Et grâce à leur famille redécouverte, mes parents, aujourd'hui retraités, vivent désormais en Bretagne. Le dernier bébé de la tribu, c'est cet album de vieilles photos patiemment collectées par tous les descendants de Jean Sioux. Chez nous, il n'y a pas de galerie d'ancêtres, juste un album de famille, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, 1200 personnes rassemblées donc dans la famille Sioux. Dans la famille Sioux. Et encore, il y en a d'autres qui sont en train de continuer à chercher la famille, à s'étendre à travers le monde. Là, c'est les Sioux français européens, mais ça peut s'étendre. Vous imaginez s'ils ont des ancêtres aux États-Unis avec un nom pareil? On n'est pas rendus, hein, les Sioux, c'est des Indiens. Myriam Provence est avec nous. Vous êtes une des rares femmes généalogistes en France. Il paraît que c'est un métier surtout exercé par les hommes, vous confirmez? Disons que depuis quelques années, oui, c'est vrai que les hommes exercent beaucoup cette profession, mais depuis quelques années, il y a un changement, je dirais, de direction, puisque les femmes viennent de plus en plus à cette profession. Et vous êtes présidente de la Chambre syndicale des généalogistes et héraldistes et auteure de Classer les papiers de famille parus aux éditions Autrement. Alors, un mot sur les héraldistes, qu'est-ce que cela veut dire? C'est la science des blasons, c'est-à-dire que beaucoup de familles nobles, entre autres, portent des armoiries. Et notre travail est de les identifier ou d'identifier des meubles ou des ouvrages qui portent de part de verre ou la couverture ou le meuble des armoiries.
Vous avez une formation d'historienne pour exercer ce métier-là? Alors disons qu'il n'y a pas de formation précise pour exercer ce métier, mais moi-même j'ai une formation en histoire avec une spécialisation en démographie historique. Voilà. Très bien. Alors Anne-Marie, je disais qu'on ne se rend pas suffisamment compte que c'est une passion très à la mode en France. Vous allez nous le prouver en nous donnant quelques chiffres étonnants. Les chiffres sont assez bluffants. Jean-Louis Bocarneau, un de vos confrères célèbres qui est sur Europe 1, qui est un grand généalogiste, dit qu'il y a dans un foyer sur 10 un passionné de généalogie. Ça fait quand même 5 millions de personnes. Alors concrètement, 5 millions, ça fait quand même qu'il y a 1 million qui a commencé à faire des recherches et 300 000 qui n'a pas lâché l'affaire, qui continue régulièrement, assidûment à faire la généalogie. Pour les aider, il y a des généalogistes comme vous êtes 700 répartis dans 200 associations, cabinets qui font de la recherche successorale et familiale, donc retrouver les ancêtres, puis retrouver les ancêtres aussi pour les histoires d'héritage quand il y a des problèmes. Beaucoup d'associations, 400, ils sont créés 20 par an, donc ça fait énormément. Ouais. Et il y a du boulot parce qu'il y aurait 1 milliard, c'est pas il y aurait d'ailleurs, il y a un peu plus de 1 milliard de documents qui dorment dans les archives des mairies, des préfectures, et il y a 294 000 pages et sites internet qui sont consacrés à la généalogie. Vous allez nous dire tout ça dans quelques instants, vous allez nous dire comment s'y prendre. On va entrer dans le concret. Déjà, concrètement, quels sont les papiers que l'on doit garder et que l'on doit conserver chez soi? Quels documents faut-il avoir pour commencer des recherches généalogiques? Je crois que le document initial, c'est le livret de famille. Alors, le livret de famille a été créé en 1877, mais généralisé à partir de 1884. Donc, aujourd'hui, beaucoup de familles ont dans leur papier de famille des livrets de famille. Mais ça peut aussi être des extraits d'actes que chacun a demandé au cours de sa vie. Ça peut être des contrats de mariage, ça peut être des actes de vente, ça peut être tous ces documents qui font la vie de tous les jours. Alors, définissez-nous ce qu'est un arbre généalogique. Il y a des arbres descendants, les arbres ascendants. Alors, donnez-nous des précisions là-dessus. Alors, quand on parle d'ascendance, il faut savoir qu'on part souvent de soi-même. On est soi-même le maillon qui débute cette généalogie. C'est plus fréquent, j'imagine. Disons que quand on va à la recherche de ses racines, on remonte le temps. Voilà. Donc, on va partir de soi-même, on va remonter au niveau des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Voilà, donc, nous avons ici, par exemple, un dessin où on voit bien qu'à chaque génération, le nombre des ancêtres double, puisque chacun a un père et une mère. Ok, donc ça, c'est l'arbre ascendant. Voilà, ça, c'est l'arbre ascendant. Mais il y a aussi des arbres descendants. Alors là, pour descendre, je dirais, pour dresser un arbre de descendance, il faut choisir au départ un couple de départ. C'est-à-dire où on choisit ses parents, comme couple de départ, et à ce moment-là, on va avoir les frères et sœurs et les oncles et les tantes. Par exemple, ici, nous avons Raymond, qui a 3 enfants, Régine, Georgette et Roger, qui eux-mêmes ont Régine a 2 enfants, Roger a 3 enfants et Georgette n'a aucun enfant. Et ainsi de suite. Et on a donc ici 4 générations en descendance. D'accord. Alors, dans quel cas procède-t-on comme cela ? C'est quand on veut, par exemple, réunir tous les porteurs d'un patronyme, on va remonter le temps, trouver un couple de départ qui va, pourquoi pas, s'être marié en 1803 et redescendre toutes les branches et inviter toutes les personnes qui vont se trouver à la dernière génération. Alors, nous voulons être le plus concret possible ce matin pour vous aider dans vos recherches, ou si jamais vous y pensez, pour que vous sachiez comment vous y prendre. Anne-Marie, expliquez-nous ce que nous allons faire. Alors, ce que nous avons fait, c'est qu'avec Myriam, nous avons inventé un personnage qui s'appelle Pascal Ambroise. Ça pourrait être mon grand-père, votre grand-père, votre père, enfin, c'est une personne. Et nous avons créé de toutes pièces des actes qui correspondent aux actes de sa vie. Et à partir de ces pièces, vous allez voir, on va petit à petit remonter, avoir des informations sur ce fameux Pascal Ambroise, qui étaient ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, quel métier ils avaient. Et donc, on va vous montrer comment trouver les petites informations dans ces documents qui sont assez simples pour pouvoir faire ce fameux arbre généalogique. Un exemple type, vous, chez vous, en regardant cela, si vous êtes déjà plongé dans ce type de recherche, c'est que vous vous heurtez à certains problèmes. N'hésitez pas de nous appeler en direct et posez-nous vos questions. Profitez des compétences de Myriam pour essayer d'avancer plus vite ou d'y voir plus clair. Alors, je vous écoute, Anne-Marie, allez-y. Alors, on commence avec Pascal Provence. Non, qui est... Ambroise. Pascal Myriam Provence. Pascal Provence. Gaffeuse. Donc, Pascal Ambroise. Oui, en plus, on a choisi un très beau nom, on le trouvait vraiment joli, qui est né le 5 décembre 1926 à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Alors, comment est-ce qu'on sait tout ça
Myriam. Voilà, alors si vous voulez, quand on a un acte de naissance de 1926, il faut savoir que les dates et les lieux de naissance des parents sont indiqués dans les actes de naissance à partir de 1924. Donc là, ici, nous savons donc que Pascal Ambroise est fils de Pierre Ambroise, qui est né à Flers, dans l'Orne, le 27 septembre 1900. Donc déjà, on a une piste. Ça nous, de Saint-Germain-en-Laye, ça nous renvoie donc dans l'Orne, avec un acte de naissance. D'accord. Voilà. Alors là, on va prendre tout de suite le téléphone de France. Vous êtes là, France? Oui, oui, je suis là. Bonjour, France. Vous habitez où, vous? Nous, on est à Val d'Europe, À Val d'Europe. dans le 77. Alors, je crois que vous êtes d'origine québécoise. C'est ça. On le perçoit un tout petit peu à votre accent. Donc, racontez-nous, vous êtes passionné de généalogie? Oui, ça fait 7 ans que mon mari et moi, on fait la généalogie. Oui. Et puis, on est rendu à pratiquement 25 000 noms 25 déjà 000 noms. référencés. Ah bah, dites donc. Alors, donc, vous avez trouvé des ancêtres qui étaient français, qui sont partis au Québec. Comment ça se passe? On a réussi à remonter nos patronymes jusqu'au départ de la France. Ouais. Et puis, à partir de là, par contre, on n'a Quelle pas pu année? redescendre parce que c'est en 1650 et puis à cause de la Révolution, on n'a plus rien. D'accord. Vous avez une question à nous poser ce matin, France? Oui, moi j'ai un problème avec mon arrière-grand-père qui est parti du Québec et qui a émigré aux États-Unis. Mais on pense que le monsieur en question ne s'est pas marié. Ah. Et puis là, j'ai mon grand-père, effectivement, mais je ne réussis pas à trouver les parents de l'arrière-grand-mère. Comment je peux faire? Parce que là, si j'ai pas d'acte de mariage, j'ai pas les parents de la dame en question. Alors, il ne s'est pas marié, donc elle n'a pas d'acte de On pense mariage. qu'il n'est pas marié parce qu'on n'a aucun papier. Ils nous ont dit, à un moment donné, mon père me disait que son grand-père était veuf. Mais on a retrouvé plus tard une demi-sœur. Fait qu'il il s'est passé quelque chose. Là. Il y a eu une séparation, mais dans ces temps-là, en 1900, on n'en parlait pas. D'accord. Fait que là, on fait quoi pour retrouver l'arrière-grand-mère en question? Alors, comment peut-elle Alors, procéder? disons que tout dépend où la personne est née. Ouais. Et parce qu'il faut savoir que les mentions de mariage ont été mises en marge des actes de naissance à partir de 1897. Donc, si la personne s'est mariée avant 1897, Il est normal qu'elle n'ait pas d'acte de mariage. C'est pas qu'il est normal, mais disons de mention. qu'elle va avoir plus de difficultés à trouver le mariage. Il est évident que s'il n'y a pas de mention en marge de l'acte, c'est qu'il y a des chances que la personne se soit mariée ou avant 1897 ou qu'il n'y ait pas eu de mariage. Il se peut aussi que la mention du mariage ait été omise, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours croire ce que l'on a sous les yeux. Ah. Mais oui, parce qu'il y a des oublis, il y a des erreurs dans la rédaction des actes. Alors, qu'est-ce que vous lui conseillez à cette France? Par exemple, tout dépend où la personne est née, en fin de compte, si vous La voulez. personne est née ici au Québec. Pas Au ici, Québec, mais oui. au Québec. Donc les lois par rapport à la mention marginale au Québec sont bien différentes de nos lois, puisque chaque pays a son état civil, chaque pays a ses règles, donc il est très difficile de répondre pour l'instant à cette dame. D'accord, donc là, elle est bloquée et elle est dans une impasse. faut qu'elle aille au Québec. Il faut qu'elle aille au Québec ou qu'elle aille aux États-Unis et qu'elle le suive à la trace par rapport à ses adresses. Qu'est-ce que vous dites, France? Ça fait longtemps, ça fait plus de 5 ans qu'on est bloqué sur Ah bon. cette... Et est-ce que vous êtes allé enquêter au Québec ou aux États-Unis? Ah oui, au Québec. Au Québec, c'est facile. On va seulement à la Bibliothèque nationale de Montréal. Ouais. Et puis, vous avez toutes les informations. Ben oui. Et vous avez aussi un site qui est, malheureusement, il est payant, mais il est très, très bon. C'est PRDH sur Internet. Ah bon. Et Donc là, c'est vous vrai avez qu'on toutes les informations. on verra tout à l'heure qu'il y a pas mal de sites et qu'on peut s'aider de cet outil Internet pour faire des recherches. Merci en tout cas de nous avoir appelés. On verra peut-être hors antenne si on peut vous aider un peu plus. Mais là, malheureusement, vous êtes bloqués. on est désolé pour vous. Nous, on va essayer de débloquer la situation en vous montrant de Pascal Ambroise. de Pascal Ambroise déjà, parce qu'on n'est pas encore arrivé au bout de nos peines avec Pascal Alors, quand Ambroise. je parlais des mentions marginales Merci, tout France. à l'heure... Merci beaucoup Pardon, pour excusez-moi. l'invitation pour votre programme. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Quand je parlais des mentions marginales, donc
j'y reviens parce que en marge de l'acte de naissance de Pascal Ambroise, on s'aperçoit que nous avons donc la mention de son mariage. On dit qu'il est marié le 17 juillet 1948 à Paris 15e et qu'il est décédé puisque les mentions de décès ont été mises en place à partir de 1945. Donc, rien qu'avec l'acte de naissance de Pascal Ambroise, on a sa naissance, on sait où son père est né, on a son mariage et son décès. D'accord. Voilà. Donc, c'est déjà quelque chose d'assez important. Déjà. Donc, sachons lire les actes qu'on a sous les yeux. Ensuite, alors qu'est-ce qui se passe pour alors, aller plus loin? On remonte, on va aller donc vers son père et vers l'acte de naissance de son père, parce qu'on sait qu'il est né à Flers, dans l'Orne. Tout à fait. Alors, comment on retrouve l'acte de son père? Alors, pour retrouver l'acte de son père, il faut savoir que nous allons en principe aux archives départementales d'Alençon, puisque toutes les archives sont en préfecture, c'est-à-dire aux archives départementales. Donc, Alençon, nous avons aussi préfecture de l'Orne. D'accord. Donc, nous allons consulter l'acte de naissance de Pierre Ambroise au 27 septembre 1900. Ouais. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on s'aperçoit que Pierre Ambroise est fils de Paul Ambroise, marchand boucher, âgé de 43 ans, et il demeure à Flers, et de Alphonsine Lièvre. Donc, on a donc les Paul parents et de Pierre qui apparaissent. D'accord. Mais sur l'acte de naissance de Pierre Ambroise, nous devons avoir en principe les témoins, et les témoins nous apprennent que l'aïeul de Pierre Ambroise est Louis Ambroise, qui est rentier, âgé de 69 ans, et qui est aïeul de l'enfant. Donc d'un seul coup, sur cet acte-là, nous avons trois générations. On a le Comme grand-père. témoin, son grand-père. Donc si vous voulez, à chaque fois, il faut toujours prendre mais là, on a l'acte du et pot. vraiment... On a du pot avec la famille Ambroise qui est l'aïeul, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Mais Yves quand même. Cara, Yves. Non, c'est pas toujours le cas, vous le dites exactement, donc j'arrive pile poil. Paul, elle est en Charente-Maritime. Elle a demandé un extrait de naissance de son père, mais il manque le lieu et la date de naissance de son grand-père. Elle est bloquée. D'accord. Donc, Alors, vous voyez, hein. là, c'est sûrement parce que c'est un acte de naissance qui date d'avant 1924. Et oui, mais alors comment on fait dans ces cas-là? Alors, dans ce cas-là, nous avons la possibilité de passer par les recensements de population ou par les listes électorales. Et sur les recensements de population ou les listes électorales qui sont consultables en archives départementales, là aussi, vous allez avoir ou la date de naissance ou l'année de naissance et le lieu de naissance. Donc, ce qui va vous permettre de rebondir et de trouver l'acte de naissance de ce grand-père. D'accord, donc vous avez bien compris, liste électorale ou Recensement de population, qui avait lieu tous les 5 ans. Donc ça, c'est une autre piste au cas où la date de naissance ne serait pas mentionnée sur l'acte de naissance. Ok, Yves? Ok, ça marche. Autre question? Non, c'est un témoignage intéressant. C'est Martine qui a fait des recherches et elle a trouvé une cousine très éloignée qui habitait à 5 km de chez elle. Elle l'a retrouvée. C'était sympa, ça. D'accord, très éloigné, très éloigné, mais pas éloigné physiquement. Voilà, exactement. Oh, vous avez tout compris, vous êtes formidable. Bah, j'essaie de m'accrocher, hein. Pas facile. Alors là, on en est aux aïeux, nous, hein, au grand-père de Pierre Ambroise. Cependant, on s'est aperçu qu'il y a un acte de mariage qui est annoncé le 22 en 1922, le 24 mars 1922 à Versailles. Donc on va aller chercher ce fameux acte de mariage qui va être encore truffé d'informations utiles pour Myriam. Voilà. Et là, on s'aperçoit qu'on est passé de Saint-Germain à Flers pour revenir à Versailles. Oui, parce que Pierre Ambroise, il s'est marié avec Marianne Bernard à Versailles. Voilà, tout à fait. D'accord, alors maintenant on va pouvoir remonter la piste des aïeux de Marianne. Oui, mais ce n'est pas le but de la recherche. On va faire... On ligne cherche directe. les hommes, juste tous les hommes. On cherche juste la famille de Pierre Ambroise. Voilà, on ne s'intéresse qu'aux hommes. Alors donc, Pierre Ambroise est donc le fils de Paul Ambroise, qui est dit rentier à ce moment-là. Donc on sait à ce moment-là qu'il est vivant en 1922. Et de Alphonsine Lièvre, donc ça confirme ce que nous savions avec son acte de naissance, qui est sans profession et qui elle-même est domiciliée à Flers. Ouais, mais là on n'a pas avancé, on est toujours au même stade. Si, parce que nous savons que les parents sont encore vivants à ce moment-là. D'accord. Donc nous avons toujours la possibilité de passer par les recensements de population ou alors de calculer leur âge et d'aller à Flers pour trouver leur acte de naissance. Si vous voulez, il y a toujours une petite information qui vous permet de rebondir, à vous de la saisir. Très fin limier alors, pour établir ce genre de recherche. Voilà. Et ce que nous apprenons aussi, c'est qu'il y a un contrat de mariage.
Donc, par rapport à ça, nous savons qu'il y a un contrat de mariage qui a été reçu par maître Renaud Marcel, notaire à Versailles, le 19 mars 1922. Ouais. Alors là aussi, nous avons la possibilité, où nous avons ce contrat de mariage dans nos papiers de famille, et je dirais que là, nous avons les documents sous la main. Oui, mais ça ne va où rien nous nous avons- apprendre de plus sur les ascendants de Pierre-Ambroise, ce contrat Si, de mariage. Il est possible, parce que quand il y avait des contrats de mariage, il était possible de recevoir en dot ou de prévoir les héritages qui pouvaient survenir par rapport à un grand-père ou par rapport à une grande-tante ou par rapport à un d'accord. grand-oncle. L'argent qui allait venir dans Donc, les il doit y années. avoir des informations intéressantes. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Voilà. Alors donc vous êtes allé vérifier évidemment dans le contrat de mariage. Voilà. Et nous avons trouvé quelques informations. Nous avons retrouvé les mêmes informations qu'il Ah y bon, avait sur l'acte. Je suis désolée. Donc on stagne là. Voilà. Hein, on en est Vous allez toujours voir, on va aux débloquer la grands-parents. situation. On Et, avance. ce que nous apprenons ensuite, c'est qu'il y a donc des témoins, et ces témoins sont deux frères de Pierre-Ambroise. On reste en Nous- famille. Alors, nous il y avons a Albert Ambroise. âgé de 36 ans, cultivateur. Alors il est À toujours Flers. à Flers, lui. Tout hein. à fait. Donc on s'aperçoit que la famille, quand même, il y a des chances de la retrouver. Il y a des chances de la retrouver à Flers, puisque la famille est toujours à Flers. Et René Ambroise, qui est âgé de 32 ans et qui est jardinier au château de Flers, Alors. qui est aussi frère du marié. D'accord. Donc on s'aperçoit quand même qu'il vaut mieux aller aux archives départementales à Alençon et travailler sur Flers pour essayer de reconstituer la famille. Avoir du flair à Flers. Voilà. Trop fort. Ensuite, donc là on sait déjà que ce fameux Pierre-Ambroise a deux frères à Flers. Voilà. Ça Exactement. commence à devenir difficile. Et nous allons monter, on va retourner à Flers et on va aller chercher l'acte de mariage de Paul Ambroise et d'Alphonsine Lièvre. Et dedans, on va apprendre un truc stupéfiant. Ah bon Ah oui. Non, Tout mais à fait. c'est rempli de C'est du suspense, cette suspense. histoire. Alors qu'est-ce qu'on apprend? Alors, pour retrouver cet acte de mariage, nous avons été donc aux archives d'Alençon et nous avons consulté donc les tables décennales de 1893 à 1902. Les tables décennales, ce sont des registres qui regroupent par nature d'acte et par décennie les actes de naissance, de mariage et de décès. Donc, comme Pierre-Ambroise est né en 1900, on peut se dire, la maman étant jeune, ils se sont mariés dans les années qui ont précédé. Ouais. Donc, on a regardé les tables de mariage de 1893 à 1902. Donc 10 Et ans avant. Voilà. Exactement. Et on a retrouvé l'acte de mariage du 12 février 1897 à Flers de Paul Ambroise et d'Alphonsine Lièvre. D'accord. Donc là on avance, on avance. Mais Tout à on fait. apprend aussi Et, que... et Paul Ambroise, on s'aperçoit qu'il a déjà été marié 2 fois. Non, Eh. sacré coquin ce Paul Ambroise. Mais en fait, c'est un veuf, c'est pas très drôle. Hein. ah bon, ouais. Vous allez voir. Donc il est veuf en première noce de Louise Billard et veuf en deuxième noce de Marie Billard. Alors il faut savoir que quand il y a un veuvage, il arrive souvent que juste le dernier veuvage soit indiqué dans Ah un non, acte. mais attendez, c'est la même famille. Il a épousé deux femmes de la même C'est un malin. famille. Voilà, ce qui arrivait assez fréquemment quand le père se retrouvait avec des enfants en bas âge. Souvent, les remariages se faisaient, je dirais, en famille. D'accord. Hein. Donc on s'aperçoit qu'il Attendez, était... là-dessus, Yves Carra réagit. Oui, alors on est allé de Flers à Alençon. Moi j'ai une enquête corse, donc je vais vous sortir un petit peu d'Amboise. hein. Une enquête corse. Une enquête corse. hein. On Ouais, reste où on en vous est avec surfez- Amboise. Vous hein. surfez sur l'actualité, vous. Voilà, vous avez Hein tout compris. Bravo, Ouais. cinématographique surtout. Janine, donc, écoutez bien, ça va être rapide. Son mari a été à l'assistance publique, mais il n'a pas été abandonné, puisqu'ils ont le nom de la mère. Elle s'est mariée en 1911 à l'Île-Rousse et a accouché de son mari en 1921. Donc, ils font des recherches en Corse, et il semblerait que les institutions Elle a corses ne accouché donnent... de son mari. Non. Non. Elle a eu un enfant avec son mari. Voilà, avec son mari, et donc c'est Et elle cet a homme... accouché du monsieur dont vous parlez. Du monsieur, exactement. Où je veux en venir, c'est qu'elle demande aux institutions corses des renseignements et elles ne fournissent pas ces renseignements. Est-ce qu'elles ne sont pas obligées de le faire ou est-ce qu'elles traînent un petit peu en longueur ou est-ce que c'est plus compliqué en Corse? Qu'est-ce que vous avez l'air de dire Je ne sais pas, Yves je ne sais pas, je pose la question. Bon. Il semble qu'elle a des problèmes pour avoir les informations de Corse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à un enfant abandonné, où là c'est un enfant naturel, À l'assistance publique, à ou l'assistance naturelle, publique. exact, oui. D'accord, donc c'est un enfant qui a été placé. Chaque enfant a donc son dossier. Et il faut savoir que pour avoir accès à ce dossier, ou il faut que ce soit la personne même qui est concernée, ou éventuellement les descendants directs. Et pour y avoir accès, il faut prouver que vous êtes d'abord le descendant direct de cette personne, et ensuite que la personne concernée est décédée. Donc vous avez un certain nombre de pièces à fournir. D'accord, mais alors on s'adresse à qui pour recueillir ce En dossier? principe, on s'adresse à l'assistance publique, aux hôpitaux, donc aux archives de conserve les l'assistance dossiers publique. Tout à fait, qui conservent les dossiers. Alors si c'est un dossier de 1911, si j'ai bien compris, Oui, 1911, hein, c'est ça. 1911, Oui, oui, c'est ça. ça doit se trouver en principe aux archives de l'assistance publique. Local.
Alors, local, il faut se renseigner si les archives n'ont pas été rapatriées sur Paris. Et à ce moment-là, ça sera aux archives de l'assistance publique Elles sont à Paris. en général rapatriées à Paris. Tout dépend de la délocalisation et de la centralisation. Parce qu'il y a eu une période de délocalisation alors là, et une période de compliqué, centralisation. Donc il faut toujours se renseigner, mais je pense que le mieux serait de s'adresser aux archives de l'assistance publique à Paris. Et ils sauront, eux, dire où sont ces archives de la Corse. Donc avec certaines pièces comme l'acte de décès et... Alors il faut qu'elle amène son acte de naissance qui prouve sa filiation, l'acte de décès de son père, et à ce moment-là, elle demande accès au dossier de la personne. Très bien, Super. c'est très clair. Jeanne très est clair. avec nous au téléphone. Bonjour Jeanne. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où Jeanne? De Sens. De Sens. Dans Lyon. Sens. Dans Lyon. Alors on vous écoute. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes vous-même, vous avez entrepris des recherches? Oh, j'ai entrepris des recherches depuis plusieurs années qui malheureusement n'ont pas donné de résultats. C'est-à-dire? Je recherche la mère de mon père, c'est-à-dire ma grand-mère paternelle. Oui. Et voilà, mon père, il est né en 1876 à Paris dans le 5e. Ouais. Et alors, je n'ai uniquement que son nom et ses deux prénoms. Ouais. Elle s'appelait Victorine Désirée. Mon nom, c'est le François. Ouais. Et voilà, je ne sais rien d'autre. Je n'ai ni sa date de naissance, ni son mariage, ni son décès. Et puis voilà, et mon père me parlait sans cesse de sa mère. Il m'a dit qu'il avait été abandonné quand il avait 1 mois. Et de ça, je n'en ai aucun document. Et il vous parlait sans cesse de sa mère sans l'avoir connue alors? Il me parlait de sa mère sans l'avoir connue. Il n'a jamais connu sa mère. Et sur les actes de naissance que j'ai de mon père, parce que j'ai fait des recherches depuis longtemps, et donc il est de père non dénommé. D'accord. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on a comme recours? Alors je dirais que là, on va un petit peu dans le même sens que tout à l'heure, c'est-à-dire une personne qui est née en 1876, si j'ai bien compris, de mère donc nommée et de père non dénommé, et qui a été confiée à l'âge de 1 mois à l'assistance publique. Oui. Donc il faut aussi avoir accès à son dossier de l'assistance publique. Vous et là, avez c'est essayé à Paris. ça? Vous avez essayé, Jeanne? J'ai essayé, j'ai écrit à la mairie du 5e, qui m'ont envoyé, ils m'ont dit que probablement elle était née à Vire, dans le Calvados. J'ai écrit aux archives départementales. Bon, mais est-ce que vous avez essayé les archives de l'assistance publique? À Paris. À Paris. Non, je ne pense pas. Eh bien alors voilà. Alors ça c'est une solution. Alors les archives de l'assistance publique. Non. À Paris. Alors il faut qu'elle aille. Alors pour cette période-là, c'est pour ça que la période est importante. 1911, c'était les archives de l'assistance publique. 1876, c'est les archives de Paris, boulevard Serrurier, où vous avez un fonds sur les enfants assistés. Alors, archives... de Paris, boulevard Serrurier. D'accord, on vous redonnera les informations hors antenne. Donc, ça veut dire que c'est une période préalable. Tout à fait. Donc là, vous dites, c'est soit les archives de l'assistance. À partir de quelle année? On va dire c'est les 100 ans. Hein, il faut compter les 100 ans, c'est-à-dire on est en 2004. Et avant, c'est les archives de Paris dans le fonds des enfants assistés. Même si cette recherche, même si l'enfant était confié à une assistance publique en province? Alors, il faut savoir que vous aviez des bureaux en province, mais il y a eu un rapatriement d'archives, donc il faut toujours se renseigner pour savoir où sont les archives. Voilà des pistes, Jeanne. J'espère qu'elles auront des résultats, qu'elles mèneront à des résultats. Merci en tout cas d'avoir appelé. J'avais promis à mon père de retrouver sa mère, et puis, vous voyez, j'ai 78 ans et je voudrais bien y arriver. Eh bien, on vous souhaite bon courage. D'accord, on merci. y croit pour vous. Merci beaucoup. Félicitations pour votre émission. Je vous en prie, merci beaucoup. Au revoir, Jeanne. Au revoir. Alors, on en est où? Alors, moi, je voudrais connaître... et ses 2 veuves. Voilà, Pascal et ses 2 veuves. D'accord. Donc là aussi, on s'aperçoit que Alphonsine Lièvre est employée donc chez le Sieur. Il se marie avec... C'est qu'il nous reste 5 minutes pour remonter l'arbre. Alors, il va falloir accélérer sérieusement les recherches, là. Donc là, on s'aperçoit qu'en fin de compte, il épouse en 1897 Alphonsine Lièvre. Mais dans son acte de mariage, on s'aperçoit aussi qu'il est né en 1857 à Flers.
Donc, on va donc de ce fait aller voir son acte de naissance en 1857, qui lui va rien nous apprendre de plus. Et là, il faudra chercher en fonction de l'âge des parents, de leur domicile, et chercher d'une manière moins aisée, je dirais, que ce que nous avons eu ici. Et pour personnifier, juste une chose, pour personnifier ce fameux ancêtre Louis-Ambroise, en cherchant, on peut tomber sur des pièces comme des pièces de recrutement militaire, qui vous donnent des détails physiques, et ça permet aussi de rendre réel, concret, un arbre généalogique. Exemple détail physique. Eh bien, par exemple, quand on voit la feuille de recrutement de la classe de 1877, puisque tous les hommes étaient recrutés à l'âge de leurs 20 ans, au lieu de leur domicile, on s'aperçoit qu'il mesure 1,78 m, qu'il a une bouche moyenne et qu'il a, entre autres, comme trait particulier, 2 petites cicatrices au front. Bon, ce sont des petites choses, mais c'est ce qui permet de donner de la vie aux individus. Moyenne. C'est quoi une bouche moyenne? Un front moyen, un manteau pointu. C'est vrai que toutes ces petites choses permettent, quand on n'a pas les photos, d'avoir une idée de ce à quoi ressemblaient nos ancêtres. Ça nous amène à quoi de plus, ça, ces détails physiques? À rien du tout. Mais quand vous regardez vos enfants, il y a toujours quelque chose qui peut réapparaître. Si, par exemple, il a les yeux bleus et que dans la famille, personne n'a les yeux bleus, c'est peut-être cet ancêtre-là qui lui a donné les yeux bleus. Donc, si vous voulez, c'est toujours... Un arbre généalogique n'est pas seulement froid, c'est pas seulement des gens qui s'enchaînent les uns aux autres et qui sont liés, c'est aussi des détails de métier, de mariage, des détails physiques, et c'est ça qui donne du corps et de la chair aux arbres généalogiques. D'accord. Alors donc on a vu l'acte militaire, c'est ça? Voilà, oui, le recrutement. L'acte de recrutement militaire. Ensuite... Alors voilà, non, on va s'arrêter. Enfin, on aurait pu remonter plus haut, mais c'était pour vous montrer un exemple concret en partant de Pascal Ambroise jusqu'à Louis Ambroise. Et comme vous aviez dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps, on a accéléré le pas. Ah bon, alors là, dites-donc, on a vraiment bien accéléré. Alors maintenant, de donner des conseils, donner des conseils à ceux qui nous regardent. Vous disiez qu'on peut utiliser Internet aujourd'hui avec les ordinateurs à la maison. C'est assez fabuleux. Ça doit accélérer les recherches. Ça participe de l'engouement pour la généalogie parce qu'il y a énormément de sites et de pages consacrés, notamment en France, à Internet, à la généalogie, 294 000 pages. Et on peut trouver des tas de choses. Par exemple, Myriam, puisque vous travaillez également avec Internet. Oui, tout à fait. Donc nous avons la chance d'avoir beaucoup de bases de données. Alors c'est vrai qu'il faut se méfier des bases de données parce qu'on ne sait jamais qui met sur le net. Mais nous avons à la fois des particuliers qui mettent en ligne leur généalogie. Nous avons un site au niveau des archives nationales qui traite de toutes les bases que l'on peut avoir au niveau du Muletier central des notaires parisiens. Nous avons aussi la base sur les morts, mémoire d'hommes, où nous avons tous les morts de la guerre de 14, 18. Donc lorsque nous avons un oncle ou un grand-oncle ou un parent qui est décédé à la guerre de 14, souvent on a un peu de mal à savoir où il est décédé. Et c'est vrai que ça nous permet de reconstituer. D'accord. Alors Anne-Marie, ce qui nous a amusé aussi, c'est de découvrir que la généalogie permet de constater que l'on descend de personnages célèbres. Alors vous avez quelques anecdotes à nous raconter avec là-dessus? des cousinages de gens très célèbres. C'est ce qui vous est arrivé à vous personnellement? Évidemment, je ne peux pas en parler, mais c'est JC, il préside la France en ce moment, c'est un truc énorme, mais je ne peux pas en parler. Par contre, 2 hommes politiques, François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing, 2 frères ennemis en 1981, descendent du même pâtissier du 7e siècle, un maître pâtissier, parfaitement. Donc VGE et François Mitterrand. Édith Piaf et Maurice Chevalier également descendent d'un bourgeteur du 18e. Alors j'étais regardé sur internet ce que c'était qu'un bourgeteur. C'est un homme qui travaille, un bourgeteur. Bourgeteur. Ça travaille la laine dans le nord de la France. Donc Édith Piaf et Chevalier ont le même ancêtre qui est un bourgeteur du 18e. Qui avait peut-être des gènes du spectacle déjà. Qui c'est Yvonne de Gaulle, la femme du grand de Gaulle. Yvonne de Gaulle, née Vendroux, descend directement, c'est pareil, sur le même arbre, on trouve les frères Perron, Loïc, Bruno et Stéphane. Et ils descendent de Jean-Baptiste Perron, tous les 4. Paul Cézanne et Paul Ricard également descendent du même homme. Alors Paul Cézanne, le peintre, Paul Ricard, l'industriel, Barthélemy de Brest, et sur leur arbre, c'est juste au-dessus. Julien Lepers et Fanny Ardant, ça c'est énorme, c'est le scoop de l'année. Ils descendent de Jean-Baptiste Rémusat, artiste musicien qui officiait au 19e siècle. Fanny Ardant, la même, est dans le même arbre que Hugo Frey. Parfaitement. Hugo Frey et Fanny Ardant descendent de Antonin Chabot de l'Espinat, régisseur de haras. Et Hugo Frey lui-même descend d'Edmond Rostand. Par contre, les cousins de mes cousins ne sont pas forcément mes cousins. Donc, Julien Lepers et Rostand, c'est pas sur le même arbre. Un petit peu moins sexy, mais assez intéressant. Louis Schweitzer, le patron de Renault, est exactement sur le même arbre que Jean-Paul Sartre, le philosophe et l'industriel. Remontrez la photo. Louis Schweitzer et Jean-Paul Sartre. C'est les lunettes. Et enfin, Théodore Monod, le grand naturaliste qui est mort en 2000 et qui est aussi un descendant de Jérôme Monod, est sur le même arbre que Jean-Luc Godard,
le cinéaste suisse. Donc la généalogie, ça permet quand même de trouver des gens célèbres qui sont sur les mêmes arbres et parfois de découvrir, comme moi, qu'on peut avoir quelqu'un de très célèbre dans sa famille. Ah, bien sûr. Donc, évidemment, on n'a pas fait le tour de la question ce matin. Il reste plein de questions en suspens. J'espère que cela vous aura intéressé. On a des livres à vous communiquer, des références à vous donner si cela vous intéresse pour approfondir. On peut vous donner des renseignements hors antenne. N'hésitez pas à nous laisser vos messages sur notre téléphone au standard. Anne-Marie, pour les livres. Pour commencer, il y a l'ouvrage évidemment de Myriam Provence, Généalogie, classe et les papiers de famille, c'est chez Autrement. Ouais. Nous avons également l'ouvrage de Jean-Louis Bocarno, grand généalogiste de son état, La généalogie facile chez Marabout. On a également La généalogie pour les nuls, ça peut aider, c'est un basique, ça sort très bientôt, c'est de Francis Christian. Mais non, ils ont tout fait pour les nuls là dans cette édition. Ils sont imbattables. Il y a également la Larousse de la généalogie à la recherche de vos ancêtres, c'est un Larousse. Et puis Myriam Provence, pour ceux qui ont perdu des membres de leur famille, qui sont orphelins, qui ne savent pas, il y a le guide des recherches sur les enfants naturels et abandonnés. Et une dernière petite chose pour les passionnés de généalogie, très bientôt, vous allez l'annoncer, il y a un grand salon qui se tient pour les généalogistes avec un grand concours, le concours de l'Arbre d'Or. Toutes les coordonnées sont sur Internet, mais si vous êtes féru de généalogie, vous pouvez y participer. De l'Arbre d'Or, qu'est-ce que c'est? Alors, disons qu'en décembre prochain, il y aura donc un salon à Porte-Champéret. C'est la première fois? Non, C'est tous les ans. ça a lieu tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Et tous les acteurs à la fois professionnels et amateurs de la généalogie seront présents. Et il y a un concours qui est ouvert. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce concours? C'est celui qui a établi l'arbre généalogique. C'est un arbre généalogique qui sera, disons, ou dessiné, ou fait, ou c'est vraiment l'œuvre d'une... Le plus bel arbre. Voilà, le plus bel arbre, oui, tout à fait. C'est artistique? Non, c'est l'arbre qui remonte le plus loin avec le plus d'informations. Qui est disposé et qui est présenté de manière jolie. Oui, parce et qu'il y a aussi tout ce dont on n'a pas parlé ce matin, tout le côté dessin. esthétique, dessin, comment on présente les choses. Ça mériterait peut-être un deuxième épisode éventuellement. On verra si ça vous a intéressé. Peut-être qu'on recommencera. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Madame, pour votre compétence. On se quitte quelques instants. On revient juste après.